Dans le Londres géorgien, des foules envahissaient les rues de Chelsea dans l'espoir de mettre la main sur des petits pains chauds tout juste sortis du four de la Chelsea Bun House. Aujourd'hui, les brioches de Chelsea existent toujours, mais leur recette a beaucoup changé. Je vais donc essayer de recréer à quoi ressemblait la brioche originale de Chelsea dans le Londres du XVIIIe siècle. Merci à mes soutiens sur Patreon pour leur soutien à la chaîne pendant que je recrée la brioche originale de Chelsea, cette fois dans Tasting History avec Max Miller. En préparant cette vidéo, je croyais que ce serait simple. Choisir une vieille recette et la refaire comme chaque semaine sur la chaîne. J'étais arrogant, j'étais un idiot, je vous le dis, parce qu'il s'avère que cette petite brioche est en réalité l'une des pâtisseries les plus mystérieuses auxquelles j'ai jamais été confronté. Donc, la Chelsea Bun House d'origine, qui était à son apogée au milieu du XVIIIe siècle, a fermé ses portes en 1839 et pendant leurs quelques 150 ans d'activité, ils n'ont jamais partagé la recette qui a fait leur renommée. Même lorsque la boutique était encore en activité, d'autres boulangeries essayaient de venir et de recréer leur brioche. Mais il est remarquable que leur saveur délicate, leur légèreté et leur richesse n'aient jamais été imitées avec succès. Et ces imitateurs malheureux avaient la vraie brioche qu'ils pouvaient y goûter pour la comparer. Moi, je ne l'ai pas. Alors, quel espoir ai-je ? Aucun, il s'avère, je crois qu'il y avait tout simplement trop d'inconnus pour vraiment recréer la brioche originale. Cependant, je vais quand même essayer de le faire parce qu'il existe des descriptions juste après leur fermeture et même quelques recettes dans les décennies suivantes qui nous donnent un aperçu de ce que cette brioche originale aurait pu être. Le souci avec ces vieilles recettes, c'est qu'elles ne concordent pas entre elles. Ce n'est pas comme si les recettes étaient apparues et que c'était réglé, parce qu'elles sont toutes légèrement différentes les unes des autres. Donc je vais en prendre quelques-unes et les mélanger un peu ensemble. Mais la plupart de la recette est basée sur une version de 1884 qui prétend être une recette Chelsea à l'ancienne. Une brioche et elle est garnie de beurre et de sucre, de lait et d'œufs. Et ensuite, il décrit la forme de la brioche qui est une spirale carrée, ce qui est plutôt emblématique pour la brioche aujourd'hui. Il dit « enroulez-la comme un ressort de montre avec les spirales serrées ». Cela correspond à une description de 1880 écrite par quelqu'un ayant parlé à des personnes ayant goûté la brioche originale. Il a rapporté que selon les anciens, elles étaient très riches, carrées, faites avec des œufs, du sucre, du citron et des épices, mais sans fruits et semblaient pleines de beurre. Aujourd'hui, elles contiennent presque toujours des fruits, alors que les descriptions anciennes indiquent qu'il n'y en avait pas. Donc, pour cette recette hybride, il vous faudra 4 tasses ou 500 g de farine à pain, puis 2 cuillères à café et quart ou 7 g de levure sèche, 2 tiers de tasse ou 150 ml de lait tiède, une demi-tasse ou 115 g de beurre salé ramolli. Et si vous utilisez du beurre non salé, j'ajouterai environ 3 quarts de cuillère à café de sel. Ensuite, une demi-tasse, 115 g de sucre, plus une cuillère à café pour la levure. Il faudra aussi du sucre pour la garniture, mais on y reviendra. Ensuite, une cuillère et demie à café de cannelle, 3 quarts de cuillère à café de muscade, 3 quarts de cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de coriandre, le zeste d'un citron et 3 œufs, plus un autre œuf pour la dorure. Commencez donc par faire lever la levure. Ajoutez une cuillère à café de sucre et la levure dans le lait tiède, mélangez puis laissez reposer 10 minutes. Pendant que la levure agit, vous pouvez fouetter ensemble les épices, la cannelle, la muscade, le gingembre et la coriandre, puis les incorporer à la farine en fouettant. Faites de même avec le zeste de citron ainsi que le sucre. Et une fois que tous les ingrédients secs sont bien mélangés, vous pouvez ajouter le mélange de levure et l'incorporer. Ajoutez ensuite les œufs. À ce stade, la pâte peut sembler un peu trop sèche et vous serez tenté d'ajouter plus de liquide. Ne faites pas cela car une fois que nous aurons ajouté le beurre, la pâte sera suffisamment liquide et deviendra même très collante. Commencez donc par mélanger la pâte sans le beurre, soit à la main, soit avec un robot pâtissier si vous en avez un, puis après une minute environ, commencez à ajouter le beurre, une cuillère à soupe à la fois. Après avoir ajouté tout le beurre, la pâte sera collante, laissez-la encore pétrir 5 minutes avant de voir s'il faut ajouter de la farine. La pâte doit être assez ferme pour être déposée sur une surface farinée et finir le pétrissage. Pétrissez-la à la main, encore 1 à 2 minutes pour qu'elle soit lisse, puis placez-la dans un bol et couvrez d'un film plastique ou d'un torchon humide pour lever. Avec tout cet œuf, ce beurre et ce lait, la pâte va lever plus lentement, donc il m'a fallu 2 heures dans un endroit chaud pour qu'elle double de volume. Après la levée, chassez l'air en frappant la pâte,
puis placez-la sur le plan de travail, étalez-la en rectangle avec un rouleau ou vos mains, en rendant les bords et coins réguliers. Elle devrait finir par mesurer environ 45 cm de large. Aujourd'hui, les Chelsea Buns contiennent généralement un mélange de différentes épices, du beurre fondu et plus de sucre, très souvent du sucre brun, ainsi que des raisins de Corinthe ou différents bonbons comme des fruits confits à l'intérieur. Aucune des anciennes recettes n'a cela. En réalité, je ne commence à voir cela qu'au milieu du XXe siècle. La plupart des anciennes recettes n'en parlent pas et se contentent de faire rouler la pâte. Le problème avec ça, c'est qu'on perd la spirale parce que toute la pâte finit par se fondre ensemble. J'ai donc trouvé quelques recettes qui demandent de saupoudrer du sucre dessus et c'est ce que je vais faire. Après avoir réparti 2 cuillères à soupe de sucre sur la pâte, roulez-la dans la longueur. Vous obtiendrez environ 12 grosses brioches. Divisez donc la pâte en 12 morceaux en les faisant aussi égaux que possible. Ensuite, prenez un moule à gâteau de 23 sur 33 cm, tapissez-le de papier sulfurisé et placez-y les brioches en veillant à laisser de l'espace entre elles car elles vont gonfler et se toucher pendant la levée et la cuisson. Couvrez cela et laissez lever encore 1 heure. Une fois qu'elles ont levé, badigeonnez-les de dorure à l'œuf préparé avec le dernier œuf, saupoudrez à nouveau de sucre, puis mettez le moule au four à 190 degrés Celsius, soit 375 degrés Fahrenheit, et faites cuire pendant environ 20 minutes. Je voulais profiter de cette occasion pour dire que j'ai été inspiré à faire cet épisode en lisant ce livre vraiment génial qui s'appelle « Insatiable appétite » de Peter Ross. Il parle entièrement de la nourriture à Londres à l'époque géorgienne. J'en ai d'ailleurs déjà parlé avec enthousiasme dans la newsletter Tasting History du mois de juin. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez voir cela, ainsi qu'un autre pour vous inscrire à la newsletter Tasting History, où je vous enverrai chaque mois une anecdote historique comme celle-ci. L'Angleterre géorgienne était un véritable paradis pour les amateurs de brioche. Il semble que chaque coin de la Grande-Bretagne avait sa propre brioche spéciale. D'ailleurs, à Londres, pratiquement chaque quartier avait sa propre recette de brioche. Des dizaines, voire des centaines de brioches sucrées étaient disponibles pour tous les membres de la société, du moins pour ceux pouvant payer un penny. Aujourd'hui, la plupart des brioches de cette époque ont disparu de l'histoire. Nous ne savons pas vraiment ce qu'elles étaient, mais quelques-unes ont survécu. En fait, l'un des tout premiers épisodes que j'ai réalisé sur cette chaîne portait sur la brioche Salilon, qui est encore servie aujourd'hui et qui est absolument délicieuse. J'ai aussi fait la Bath Bun, tant appréciée par Jane Austen, donc cette Chelsea Bun serait en quelque sorte le 3e volet d'une trilogie de brioches. La Chelsea Bun, sans surprise, tire son nom de Chelsea à Londres, qui est un quartier de l'ouest de la ville. Mais elle était spécialement fabriquée à la Chelsea Bun House, également connue sous le nom de Royal Bun House. La date d'ouverture de cet établissement est débattue, mais la plupart la placent à la fin du XVIIe siècle. Et leur brioche était déjà très célèbre au début du XVIIIe siècle. En 1711, l'auteur irlandais Jonathan Swift a écrit une lettre à un ami disant « Belle journée, mais elle commence à devenir un peu chaude, et cela fait transpirer votre petit gros presto du front. Dites-moi, ne vend-on pas de délicieuses brioches ici, dans notre ville? N'étaient-ce pas les fameuses brioches de Chelsea ? J'en ai acheté une aujourd'hui pendant ma promenade pour un penny, mais elle était racise et je ne l'ai pas aimée. » Cette citation vient d'une série de lettres qu'il a adressées à Stella, en réalité nommée Esther Johnson. Et certaines des lettres étaient en fait adressées à sa compagne, Rebecca Dingley, même s'il était très clair que les lettres étaient destinées à Esther. Maintenant, la raison exacte de cela est inconnue, mais l'un des amis de Jonathan Swift, après la mort de Swift, a dit que c'était parce que Jonathan Swift et Esther étaient secrètement mariés et que cela aurait provoqué un scandale absolu. Je ne sais pas pourquoi, mais cela aurait fait scandale. Et donc il fallait que ça ait l'air qu'ils n'étaient pas si proches, alors il écrivait parfois les lettres à sa compagne, sachant qu'elles arriveraient jusqu'à elle. De toute façon, j'adore les scandales du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, plusieurs magazines ont commenté le fait que Jonathan Swift n'aimait pas son Chelsea Bun parce que tout le monde aimait les Chelsea Buns. Et la raison était probablement parce qu'il était rassis. Pour être bon, il doit être fait avec beaucoup de beurre, être très léger et se manger chaud. Un autre écrivain a supposé que le petit pain lui avait en fait été donné exprès, un petit pain rassis, parce que le propriétaire avait probablement entendu l'accent irlandais de Jonathan Swift et s'était dit « tu auras un petit pain rassis ».
Maintenant, il n'y a aucun moyen de le prouver, mais cela semble tout à fait plausible. Celui qui n'a pas eu de petit pain rassis, je vous le promets, c'est le roi George II. Oui, quelque temps après être monté sur le trône, en 1727, le roi George, qui avait un fort accent allemand, aurait eu l'habitude de fréquenter la boulangerie, qui appartenait à un certain Richard Hand, connu de la plupart sous le nom de Capitaine Bon. Même en 1718, avant que George ne devienne roi, la carte de visite de Richard Hand indiquait qu'ils étaient le plus ancien boulanger d'authentiques Chelsea buns ayant l'honneur de servir la famille royale. Ce que je trouve franchement remarquable à propos de cette carte de visite se trouve en fait tout en bas. Il semble qu'elle ait été conçue par William Hogarth, qui allait devenir plus tard l'un des plus grands artistes et graveurs de l'histoire britannique. J'ai utilisé ses œuvres de très nombreuses fois sur la chaîne. C'est l'un de mes artistes préférés, mais il a débuté en réalisant des cartes de visite et des enseignes pour des librairies. J'imagine qu'il faut bien commencer quelque part. George II, la reine Caroline, leur fille et la famille de son petit-fils George III fréquentaient régulièrement la maison des brioches. En fait, sa reine, la reine Charlotte, c'est la reine de Bridgerton, a offert à la propriétaire de la maison des brioches de l'époque, une certaine Madame Hand, une coupe en argent remplie de 5 guinées, ce qui représenterait environ 2000 $ aujourd'hui. C'est donc un joli pourboire pour avoir apprécié quelques brioches. La Bun House, dont une image célèbre a également été créée par William Hogarth, bien après qu'il soit devenu célèbre, était un bâtiment d'un seul étage situé dans la zone des jardins de plaisance de Ranelagh. C'était un immense lieu de divertissement pour l'élite londonienne et cela assurait à la Bun House un flux constant de clients aisés. L'intérieur de la maison était réputé pour être rempli d'antiquités, de tableaux et d'autres curiosités, si bien qu'elle avait l'allure d'un musée, un endroit parfait pour s'asseoir et passer un moment agréable et détendu en dégustant son petit pain. Sauf bien sûr si c'était le vendredi saint, car le vendredi saint, la Bun House était en effervescence. Voyez-vous, le vendredi saint était le jour des amateurs de petits pains dans tout Londres, car la ville regorgeait de marchands ambulants vendant des hot cross buns. Mais il n'y avait pas que les hot cross buns, les Chelsea buns figuraient aussi au menu. La Chelsea Bun House vendait les deux chaque vendredi saint, et il y avait des foules devant la boutique dès 4 h du matin, et ces foules devenaient de plus en plus grandes et de plus en plus turbulentes jusqu'à ce que les rues soient impraticables. Parfois, il y avait des milliers de personnes dehors. On disait qu'une année, il y avait 50 000 personnes dans les rues de Chelsea, toutes attendant d'obtenir une brioche. Alors, ils fermaient souvent les portes et les vendaient simplement par une fenêtre. En 1792, la foule était tellement nombreuse que l'année suivante, Madame Hand a simplement dû y mettre un terme. Et donc, le mercredi des Cendres, elle a publié un avis disant « Maison royale des brioches, Chelsea, vendredi saint, pas de brioches croisées ». Madame Hand informe respectueusement ses amis et le public qu'en raison de la grande affluence de personnes qui se sont rassemblées devant sa maison. À une heure très matinale le matin du dernier vendredi saint, ce qui a beaucoup inquiété et dérangé ses voisins. Elle a décidé, malgré de lourdes pertes, de ne pas vendre de petits pains croisés ce jour-là. Elle continuera cependant à vendre des Chelsea buns comme d'habitude. Mais il s'est avéré que ce n'étaient pas les petits pains croisés qui en étaient la cause, mais simplement les petits pains eux-mêmes. Les gens continuaient d'affluer, les foules continuaient d'arriver. En 1796, la police a dû intervenir pour arrêter des personnes à cause de leur comportement. Et les voisins étaient tellement en colère qu'ils se mettaient à jeter des ordures et des animaux morts sur la foule en espérant qu'ils partiraient, mais ils ne partaient pas. Les foules ne cessaient de grandir chaque année et cela a continué au XIXe siècle. Aussi tard qu'en 1828, les journaux décrivaient la scène lors du jour le plus solennel et sacré de toute l'année chrétienne. Nous parlons du vendredi saint. Il y régnait une telle scène d'ivresse, de tumulte et d'émeute que c'était un véritable scandale et une honte pour la paroisse et pour l'époque. Nous avons vu en ce jour sacré des groupes de personnes abruties, presque ivres mortes, titubant le long de Grosvenor Place, et cela avant 10 h du matin. Je pense que mon extrait de journal préféré concerne ces passionnés de petits pains du vendredi saint. Il s'agissait en fait de quelqu'un qui avait lu le journal la veille et le journal avait parlé de la foule et avait dit qu'elle se trouvait dans la paroisse Saint-Luc à Chelsea et la personne a dit «
Non, ce n'est pas correct. Et tout comme aujourd'hui, où les gens commentent les choses, cette personne adorait simplement les corriger. À l'attention du rédacteur en chef du New Times. Monsieur, en tant qu'habitant de Chelsea, je tiens à vous corriger concernant l'affirmation qui est parue dans votre journal d'hier. Je souhaite vous informer que la Bunhouse ne se trouve pas dans la paroisse de Saint-Luc à Chelsea, mais dans celle de Saint-Georges. Et de plus, que les habitants respectables de Chelsea ont fait tout leur possible pour mettre un terme à ces procédés abominables, mais comme vous le savez, ils n'ont aucun pouvoir en dehors de leur propre paroisse. Je ne veux pas dire que les magistrats de l'une ou l'autre paroisse ne pourraient pas agir s'ils le jugeaient approprié, mais je veux dire qu'ils sont très peu zélés dans l'exercice de leurs fonctions, du moins les magistrats de Chelsea. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très obéissant serviteur, un paroissien de longue date. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Nextdoor, mais si jamais vous la lisez, elle est remplie de ce genre de choses, mais ce n'est pas aussi bien écrit. Quoi qu'il en soit, même si la police ne voulait pas arrêter les foules devant la maison des Chelsea Buns, le capitalisme, lui, était prêt à arrêter les foules. Parce que si le vendredi saint restait une très bonne journée d'affaires, les 364 autres jours de l'année ne l'étaient pas. D'abord, en 1803, les jardins de plaisance situés à proximité, que fréquentaient de nombreux clients aisés des pâtisseries, ont fermé. Et à partir de là, même si elle restait populaire, l'activité de la pâtisserie a lentement décliné. Et maintenant, à cette époque, la maison était dirigée par l'un des fils de Madame Hand qui avait en quelque sorte guidé l'établissement pendant ses années de gloire. C'était un personnage excentrique qui faisait aussi beaucoup de commerce de beurre, qu'il livrait à ses clients dans un panier sur la tête. Qu'il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve ou non, le marchand de beurre arrivait toujours à l'heure et gagnait l'estime de tous par sa jovialité et sa conversation amusante. Un homme charmant, mais il semble qu'à cette époque, la livraison de beurre soutenait l'ancienne affaire de Chelsea Buns. En 1821, il est décédé et a laissé l'entreprise à son frère aîné, petite parenthèse, le nom du frère cadet était Gideon Richard Hand. Le nom du frère aîné était Richard Gideon Hand. Je suppose que la mère était trop occupée par son entreprise pour donner des prénoms uniques à ses enfants. Richard était un militaire, un ancien militaire, et à cette époque, il était l'un des pauvres chevaliers de Windsor. Ainsi, il n'avait jamais eu le temps de se marier ni d'avoir des enfants. Donc, lorsqu'il est mort à l'âge de 84 ans en 1836, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de main à qui transmettre l'entreprise. Et donc, elle a en fait été reprise par la couronne, et puis en 1839, l'entreprise a été fermée et l'ancienne maison Bunn a été démolie. Elle a tenté de faire son retour sous différents propriétaires à un autre endroit, mais selon les mots d'un journal, le charme d'antan du lieu s'était envolé. L'ancienne maison Bunn de Chelsea avait disparu, et même si d'autres vendaient leur propre version du Chelsea Bunn, ce n'était pas pareil. Tout d'abord, la recette avait clairement été perdue avec le temps, car même dans les années 1850, lorsque des recettes étaient écrites, aucune d'entre elles ne s'accordait sur ce qu'était un Chelsea Bun, et elles ne cessaient d'évoluer. Et puis, vers le début du XXe siècle, on commence à voir la version que l'on trouve aujourd'hui dans les boulangeries britanniques modernes, avec des raisins de Corinthe, du sucre brun, et parfois de la cannelle et d'autres ingrédients de ce genre incorporés en spirale. Mais si vous voulez goûter le Chelsea Bun original, celui pour lequel les foules londoniennes devenaient folles, eh bien, il faudra les préparer vous-même. Ou dépêchez-vous de venir chez moi et essayez d'en goûter un avant que je ne les mange tous, parce qu'ils sentent divinement bon. Une fois les brioches cuites, versez un glaçage dessus. Certaines recettes utilisent du beurre fondu, d'autres le mélangent avec du sucre glace, ce qui peut être salissant. Mais il y en a d'autres qui préconisent du lait et du sucre glace. Et c'est ce que j'ai fait. C'était un tiers de tasse ou 75 ml de lait fouetté avec une tasse ou 120 g de sucre glace. Vous badigeonnez ou versez le mélange sur les petits pains, puis les servez chauds. Et voilà ma version approximative du Chelsea Bun original du Londres du XVIIIe siècle. Ça sent tellement bon, l'épice est bien présente. Vous savez, ce n'est pas dans la spirale. En fait, c'est dans la pâte, mais on le sent vraiment. En plus, le glaçage lui donne une belle brillance sur le dessus. Essayons ça. Tellement moelleux.
Je suis vraiment désolé. D'habitude, je prends une bouchée, puis je te dis ce que j'en pense, mais là, j'ai enchaîné directement avec une autre bouchée. C'est tellement moelleux et beurré, ça correspond vraiment à la description d'origine. Moelleux, beurré, citronné, juste un peu. Ce n'est pas très citronné, mais on le sent quand même. Et puis, il y a les épices. Toutes les épices sont présentes, mais comme elles sont dans la pâte, elles lui donnent aussi un peu de couleur. Et c'est sucré sans être du tout écœurant. Ce n'est pas comme un roulé à la cannelle, même si j'adore, ce n'est pas pareil. C'est beaucoup moins sucré. On me demande souvent une seconde. On me demande souvent quelle est ma recette préférée que j'ai réalisée sur la chaîne. Et j'ai du mal à répondre. C'est peut-être celle-ci. Honnêtement, c'est peut-être celle-là, c'est délicieux. Tu te rappelles quand j'ai dit de venir vite avant que je mange tout? Tu vas devoir venir ici très vite parce que j'en ai 12. Je pense que d'ici demain, ils auront tous disparu. Aussi, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant en faisant des recherches là-dessus. Je cherchais de vieilles recettes et j'ai essayé de m'en tenir au 19e siècle, mais j'ai fini par passer au 20e siècle et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que j'en ai trouvé une. La recette en elle-même n'est pas intéressante, mais juste en dessous, sur la page du journal, il y a une publicité pour le nouveau paquebot de la White Star Line, le Titanic. Elle met en avant que les gens pourront manger en plein air, en première classe, et qu'avec beaucoup d'argent, vous bénéficierez d'une promenade privée à l'abri des autres passagers. C'était juste génial de voir ça avant qu'il ne coule. Vous savez, la plupart des articles dans les journaux étaient après le naufrage. Là, c'est avant qu'il ne coule. J'ai trouvé ça vraiment génial. Bref, il faut absolument que vous fassiez ça. Il faut vraiment que vous fassiez ça. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Si vous ne faites pas de pâtisserie, commencez parce que ça en vaut vraiment la peine. Sérieusement, je ne vais pas manger les 12. Je vais peut-être en apporter à mes voisins. D'habitude, je ne fais pas ça, mais ils sont tellement bons. Si je ne le fais pas, je vais tous les manger. Et je vous retrouve la prochaine fois pour Tasting History avec Max Miller.